Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, lever le nez de son smartphone. Et bien justement, c'est le conseil du jour à suivre avec le Clémy et notre série La famille tout écran. Démonstration à suivre. Aujourd'hui, c'est Damien Douani qui a une idée derrière la tech. Tu vas justement nous donner envie de lire avec une tablette livre Bugali. Exactement, et vous saurez même ce que veut dire Bugali à la fin de cette chronique. Restez avec nous. Oh là là, mais quel teasing, quel teasing. J'ai un autre teasing à vous faire, moi, tiens. Dans 2 mois, c'est le bac philo. Oui, je sais, il va falloir s'y préparer. La liberté, la science, la conscience, la nature, c'est quelques thèmes que vous, lycéens et lycéennes, vous allez certainement devoir aborder le 14 juin prochain. On va faire sortir la philo de sa caverne quand même avec nos invités du jour. On va même la faire sortir des écrans au pluriel parce qu'il revient dans cette émission. C'est notre serial thinker préféré, Lev Frankel, prof de philo chouchou de TikTok et de YouTube. Je n'ose plus vous présenter. Vous venez de publier par contre chez Hachette Pratique la philo en mode serial thinker, 17 notions fondamentales et même des modèles de dissert à la clé. Tiens, bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et puis un éternel passionné de philosophie, Christopher Laquiez. Vous êtes thérapeute spécialisé en analyse comportementale, co-créateur du podcast En quête de sens, un bijou à écouter, auteur de Guérir l'impossible. C'est à paraître le 11 mai prochain dans une des maisons d'édition de Très Daniel. Plus de 6000 personnes qui vous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez nous dire pourquoi la résilience, la confiance en soi ou encore le courage sont de la philo au quotidien. Bonjour à vous. Bonjour. On en parle dans un instant avec nos invités de cette philo au quotidien. Mais d'abord, focus. Et oui, il y a une vie après l'écran. Bonne pratique pour une consommation raisonnée et raisonnable du numérique. C'est à suivre avec le Clémy et la famille tout écran. Va falloir qu'elle se mette à jour là, Juliette. Elle a encore plein de choses à rattraper. Moi j'adore mon petit rituel du matin. 5 minutes sur les réseaux sociaux et c'est bon, je suis à jour. Bon, on fait quoi aujourd'hui? C'est comme ça qu'on ne voit pas Juliette de la journée. Parce que nous utiliser à forte dose, nous les écrans, on va pas se mentir, ça isole les enfants, ça perturbe le sommeil et je ne vous parle même pas des effets sur l'attention à l'école. Allez, je peux très bien m'en passer. Attention à votre consommation d'écran. On va peut-être la décupler, tiens, justement, au cours de cette émission, parce que vous le savez, aujourd'hui, on est avec 2 philosophes, 2 passionnés chouchous de TikTok et d'Instagram. Et c'est pour votre bien. Si je vous dis la science a-t-elle le monopole de la vérité? Le travail est-il une contrainte? Ou devons-nous chercher à être heureux avant tout? Vous avez 4 heures, enfin presque. On ouvre le talk première partie. Et pour disserter avec nous aujourd'hui, c'est littéralement une dissertation à laquelle je vous convie, Lev Frankel, a.k.a. Serial Thinker sur TikTok et sur YouTube. Vous publiez cet objet littéraire, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce que d'abord c'est un très beau livre, chez Hachette Pratique, la philo en mode Serial Thinker. On va revoir avec vous ces 17 notions fondamentales pour le bac philo. Christopher Laquiez, je le disais tout à l'heure, vous êtes un éternel passionné de philo. Vous êtes thérapeute, surtout spécialisé en analyse comportementale, co-créateur du podcast En quête de sens et puis auteur pour une parution le 11 mai prochain de Guérir l'impossible, une philosophie pour transformer nos souffrances en force. On va apprendre à le faire avec vous justement aujourd'hui. Mais d'abord, mauvaise nouvelle, dans 2 mois pile poil, c'est le 14 juin. Et le 14 juin, c'est l'épreuve reine, la dissertation ou l'explication de texte pour les lycéens et les lycéennes. Il va falloir choisir entre 2 exercices de style. Lève entre les 2, votre cœur de philosophe balance.
Oui, alors entre la dissertation et l'explication de texte, alors moi c'est vrai que je conseille beaucoup aux élèves de choisir la dissertation s'ils ont des connaissances, parce que la dissertation permet de mettre en valeur ces connaissances que l'explication de texte ne permet pas toujours de faire. Parce qu'on peut utiliser ces connaissances pour expliquer le texte, mais en général, les élèves le font assez mal. Et c'est des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec le texte, qui ne permettent pas de l'éclairer, et du coup qui sont un peu hors sujet. Donc si un élève a certaines connaissances et qui veut les mettre en valeur, montrer qu'il a travaillé pendant l'année, et c'est quand même important de montrer ça au correcteur aussi, je lui conseille plutôt de choisir la dissertation. Mieux vaut aller sur la disserte. Premier conseil de Serial Thinker. 4 heures d'épreuve, c'est un marathon qu'il faut savoir bien doser. Oui, c'est vrai. Alors, il faut organiser son temps. Je pense que il y a une première demi-heure quand même où il faut jeter ses idées un petit peu en vrac sur une feuille de brouillon. Essayer de mettre, par exemple, prendre une feuille sur laquelle on va lancer toutes ces références philosophiques, toutes celles auxquelles on pense sur le sujet. Si le sujet est sur la conscience, on va se dire, je pense par exemple à Sartre, je pense à Freud, je pense à... Voilà, donc on met toutes ces idées et puis après on va les organiser, on va faire un plan qui va permettre de montrer qu'il y a une progression dans la réflexion. Avec cette définition de la problématique, cette introduction, ces 2 parties, 2 sous-parties, voire même une 3e partie parfois. Là aussi, la clé, c'est la méthodologie avant tout. Oui, alors dans la méthodologie, la partie la plus importante, alors je montre les 5 points importants dans le livre, mais on va dire s'il y a un point qui est vraiment fondamental, c'est la problématique. Parce que c'est ça qui va donner finalement, qui va faire tout l'intérêt de la dissertation. S'il y a une bonne problématique c'est quoi ? Je dis aux élèves que la philosophie, c'est un sport de combat, mais un sport de combat avec soi-même aussi, parce qu'il faut penser contre soi-même. C'est-à-dire qu'on pense à une idée, l'idée la plus spontanée qu'on aurait face au sujet, et puis ensuite, on va essayer de chercher une idée qui va s'opposer à cette idée. Donc c'est ça qui est intéressant. On pense contre soi-même pour essayer d'aller plus loin, éventuellement dans une 3e partie qui va dépasser cette opposition. Et c'est ça qui va permettre de donner une certaine tension dramatique au devoir. Cette tension qui va faire aussi, qui va susciter la curiosité du correcteur, qui va se demander, tiens, il y a une problématique, il y a une impossibilité, il y a une impasse, il y a 2 idées qui se contredisent entre elles, qu'est-ce qui va se passer ? Donc l'idée pour dédramatiser. Dans un bon roman, quoi. Oui, complètement. Pour dédramatiser, l'idée c'est de se dire que c'est pas forcément un match contre le futur correcteur ou la future correctrice, c'est surtout un match contre soi-même, contre ses idées, et le fait de montrer aussi qu'on va pouvoir produire ce travail réflexif. J'ai envie de tourner la question vers Chris, parce que Chris, vous n'avez pas eu votre bac philo, parce que vous n'avez pas passé le bac tout court. Vous avez choisi, vous, d'aller vers d'autres aventures d'éducation et d'autodaxie à 16 ans. Vous avez quitté l'école, pour le dire beaucoup plus simplement. Cette épreuve philo, elle aurait pu, quelque part, un petit peu vous déstabiliser, vous faire peur, ou pas du tout ? Honnêtement, je pense que ça aurait pu me faire peur, et je pense que c'est quelque chose de très humain aussi d'avoir peur, parce qu'on a envie d'avoir une bonne note ou un bon résultat. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec la philosophie, qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les matières, hormis peut-être le français et j'en passe, mais la philosophie, elle nous permet de pouvoir pousser notre réflexion au maximum. C'est-à-dire que lorsque l'élève peut faire sa dissertation ou faire son commentaire, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il va aussi pouvoir faire sa propre dissertation de lui-même à travers ce qu'il va pouvoir proposer, quand même il va y avoir un sujet, mais il va y avoir une partie de lui qui va poser sur la table, et je trouve que cette partie-là est super intéressante, notamment pour l'élève, parce que c'est vrai que l'authenticité et l'honnêteté, on la sent quand même dans un texte, on la sent quand même dans une dissertation. Donc je pense que c'est une épreuve personnelle et professionnelle. Être authentique, c'est aussi la clé que, encore une fois, le correcteur, la correctrice va essayer de jauger. Il ne faut pas jouer à la référence philo pour la référence philo. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, les élèves croient que faire une dissertation, c'est sortir des belles punchlines. Mais il faut toujours expliquer, d'ailleurs, quand on sort une citation, ce que j'appelle les punchlines, une citation philosophique, encore faut-il savoir l'expliquer derrière. Ça ne suffit pas de sortir une belle phrase. Et je rebondis sur ce que dit Chris par rapport à la question, effectivement, il y a quelque chose de très personnel. Parce que, en fait, dans cette idée de penser contre soi-même et de casser les idées les plus spontanées qu'on avait, et il y a finalement aussi, c'est une idée finalement qu'on retrouve dans la vie aussi, c'est-à-dire que si on ne s'expose pas à une certaine adversité dans la vie elle-même, et c'est là où la philosophie rejoint l'existence,
et ben finalement on reste dans sa zone de confort, comme disaient un petit peu les coachs, et si on reste dans cette zone de confort, on n'évolue pas. Et la dissertation, elle doit évoluer comme un adolescent qui partirait de chez lui, finalement, qui s'exposerait à certains dangers, à quelque chose, à une adversité, à un environnement qu'il ne connaît pas, parfois hostile, et c'est là qu'il va devenir vraiment lui-même. Et ben dans la dissertation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire quand mon idée a traversé cette phase d'adversité, cette confrontation avec quelque chose qui n'est pas elle, et ben c'est à partir de là que la réflexion peut devenir la plus intéressante possible. Le philosophe sort de sa caverne et l'élève aussi. Damien, lui aussi, sort de sa caverne. En écoutant l'élève, j'ai l'impression qu'en fait, une dissertation, j'avais jamais vu ça comme ça, peut être aussi dramatique qu'un épisode de Netflix. Bah oui, c'est ça. Mais surtout, la question, c'est est-ce qu'on est obligé finalement de, on va dire, glisser des citations, des punchlines, comme on dit aujourd'hui. Moi, je me rappelle à l'époque, j'en avais appris une dizaine en disant j'espère que je vais pouvoir en placer une. Ou est-ce qu'on peut arriver à sortir quelque chose de brillant sans quasiment citer, justement, mais en ayant un raisonnement et quelque chose qui est hyper intéressant. En gros, c'est quoi? Est-ce qu'il vaut mieux en mettre plein en se disant on croise les doigts, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir ne rien citer, mais avoir peut-être quelque chose qui soit extraordinaire en termes de réflexion? Oui, alors on peut tout à fait faire une très belle dissertation sans référence philosophique. Maintenant, si on veut vraiment se garantir d'être sûr d'avoir la moyenne, parce qu'on n'est jamais sûr de faire un devoir brillant. Donc c'est vrai que c'est toujours possible de faire un devoir brillant sans citer d'auteur. Mais on ne va pas se mentir, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Quelque chose qu'on ne voit pas vraiment en tant que correcteur de philosophie, ça arrive très rarement. Et du coup, voilà, il vaut mieux quand même faut garantir le minimum. Voilà. et garantir le minimum en ayant des connaissances. Alors, c'est pas forcément des citations, d'ailleurs. C'est-à-dire que si on peut exposer la pensée d'un auteur sans citation, bah, c'est tout aussi bien. Et parfois même mieux, parce que souvent, la citation, le problème, c'est que l'élève pense qu'elle suffit. Elle tient lieu d'idées, elle tient lieu d'arguments. La citation en elle-même ne tient jamais lieu d'arguments. Il faut encore savoir l'expliquer et évidemment la citer dans le bon contexte. C'est comme les algorithmes, il faut ouvrir le capot de la citation pour essayer de mieux l'expliciter et la rendre plus transparente. Il y a quand même deux mystères qui tiennent presque du triangle des Bermudes en matière de bac philo. D'abord, comment est-ce que le correcteur va vraiment noter la copie? Est-ce que c'est un peu parfois au doigt mouillé, quand même en se disant tiens, quelle inspiration, quel devoir brillant? Et l'autre grande question qu'on va se poser et justement à laquelle on va jouer avec Chris, avec Damien et avec vous, Lev, dans un instant, c'est quel est le sujet qui peut tomber. D'abord, les critères de notation. Il y en a pour de vrai ou pas? Oui, bien sûr qu'il y a des critères de notation. Ils sont très objectifs. Voilà. Est-ce que la problématique est bien posée? Est-ce qu'il y a une idée qui s'oppose à une autre? Est-ce que le plan est bien construit? Est-ce qu'il y a une progression dans la réflexion de la première partie à la deuxième jusqu'à la troisième? Est-ce qu'il y a des références philosophiques? C'est aussi un critère, c'est pour ça que j'insiste quand même là-dessus, même si c'est vrai qu'on peut penser sans référence philosophique, mais c'est quand même mieux. Il faut quand même des refs. Et voilà, exactement. C'est quand même important, c'est-à-dire que le correcteur va se demander, bah, tiens, est-ce que cet élève a fait quelque chose de l'année? Et donc c'est pour ça que les références philosophiques sont importantes aussi, mais elles sont aussi importantes de manière intrinsèque, c'est-à-dire dans la mesure où elles permettent de nourrir la réflexion et de la rendre plus profonde. Et puis la qualité des exemples. Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Voilà. Donc ces critères-là sont très objectifs. Je les donne dans le livre. Absolument. Et donc voilà, c'est sûr qu'il y a une part d'aléatoire qui est plus forte que dans d'autres matières, que dans les maths ou la physique-chimie. Voilà, on va pas se mentir. Mais cette part finalement, je veux dire, les critères objectifs prennent le pas sur les critères aléatoires qui peuvent effectivement varier d'un prof à l'autre. De l'objectif au subjectif. On va justement tester, vos connaissances, parce que la philo, c'est aussi 17 notions fondamentales qu'il faut savoir maîtriser pour le 14 juin prochain, ou en tout cas avoir dans sa boîte à outils philosophique, si j'ose dire. Chris, si je vous dis, devons-nous chercher à être heureux avant tout? Vous y répondez comment à cette question disserte philosophique? C'est une question où il faudrait une émission de 4 heures pour pouvoir répondre. Malheureusement, j'aimerais bien rester 4 heures avec vous, les amis, mais ça ne va pas être possible. La question du bonheur, elle revient, et je pense que c'est une question qui revient très souvent dans la philosophie, qui a traversé de nombreux philosophes. Maintenant, il va y avoir deux types de notions. C'est soit est-ce que je vais être en quête de bonheur, ou est-ce que je vais comprendre que le bonheur existe, ou alors est-ce que le bonheur est une illusion? Je peux le diviser du coup dans ces trois parties-là si j'avais envie de le diviser, et du coup j'en arriverai avec la problématique. Est-ce que le bonheur est intimement lié à la liberté pour peut-être faire une conjointure à la liberté, ou est-ce que le bonheur justement c'est d'être condamné à être libre comme disait Sartre? Et je pense que ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est
de réussir à faire différentes notions au niveau du bonheur et de l'amener de manière différente. Alors moi, dans ma perspective personnelle, je pense que le bonheur, il provient de cet étonnement qu'on aime beaucoup amener en philosophie, ce côté étonnement, mais l'étonnement de quoi? L'étonnement du soi, en fait, l'étonnement de ce que je suis. Donc Spinoza notamment avait cette vision de la liberté qui était dans l'introspection pour vraiment la mettre entre parenthèses et que ce soit le plus simple possible, dans cette introspection, cette connaissance de ce qui nous détermine. Et c'est vrai qu'il y a un étonnement dans cette découverte de soi qui fait qu'on est dans une quête identitaire qu'on voit aujourd'hui qui explose sur les réseaux sociaux, qui explose dans notre vie quotidienne, à se dire mais qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis binaire? Est-ce que je suis non binaire? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Et comment est-ce que je me considère? Et bien cette quête personnelle, elle suscite de l'étonnement dans notre découverte. Et je pense que chaque étonnement et chaque contemplation de nous et de ce qu'on peut voir autour de nous crée justement cette considération de contempler les astres, contempler ce qui nous entoure et faire que ben en fait on aime, on est heureux parce que c'est là quoi. 20 sur 20, correcteur Lev Frankel, pour Chris Ackes. Il faudrait les 4 heures, là. Mais il y a de quoi faire, ouais. Ce qui est intéressant, Chris, c'est que justement, vous allez chercher des disciplines aussi différentes pour répondre à cette question philo. Évidemment, la thérapie comportementale dont vous êtes spécialiste, mais aussi des rêves sur les réseaux sociaux, une façon aussi de se remettre finalement la philosophie en jambes dans notre quotidien. C'est important aussi de montrer dans une copie que cette philo, on l'incarne jour après jour dans ses pratiques et ses différentes pratiques littéraires numériques. Oui, je crois que c'est important de montrer que la philosophie, elle est incarnée. Même le professeur lui-même doit montrer que cette philosophie, elle est incarnée. C'est-à-dire que moi, j'avais un inspecteur qui disait je préfère un prof qui va parler de Marx toute l'année. C'est pas bien de faire ça. Hein. Mais voilà, imaginons que il soit passionné par Marx, mais que ce soit incarné. Et je suis assez d'accord avec ça. Bon, là, l'exemple est peut-être un peu extrême, mais voilà, c'est-à-dire montrer que la pensée, donc aussi bien le prof doit faire ça que l'élève. Et le prof doit montrer l'exemple à l'élève là-dessus. C'est-à-dire que effectivement, la philosophie, c'est pas juste quelque chose qu'on lit comme ça et qui est quelque chose qui un savoir universitaire détaché de l'existence. Mais au contraire, ce qui est intéressant dans la philosophie, c'est pour ça qu'on l'appelle souvent sagesse, c'est cette idée qu'elle est proche de l'existence et donc et qu'elle vient raisonner avec des problématiques existentielles. Si l'élève arrive à montrer ça, sans forcément raconter sa vie, hein, il ne s'agit pas de ça, mais de montrer que voilà, ces problématiques lui tiennent à cœur et qu'elles ne sont pas des choses artificielles, ce ne sont pas des problématiques artificielles qu'il s'invente là juste pour briller dans la copie. Et ça, c'est très important, effectivement, pour la note, mais aussi pour la valeur de la philosophie elle-même. Et ce qu'elle va aussi pouvoir apporter au-delà de cette épreuve du 14 juin. C'est-à-dire que tout ne s'arrête pas le 14 juin à 13h, je vous rassure. Il y a aussi des choses qui se passent après en matière de réflexion philosophique. On est d'accord, Lev et Chris? Chris en est la preuve. Ouais. Totalement, totalement. Surtout que moi, je pense qu'il y a quand même 2 moments dans notre vie où on est les plus philosophes. C'est entre 3-4 ans et jusqu'à 8-10 ans où on se pose des questions. Pourquoi l'herbe est verte? Pourquoi le ciel est bleu? Et qu'au final, vu que nous, on n'a pas les réponses, la première chose qu'on dit, c'est arrête de me poser ce genre de questions parce qu'en fait, ça sert à rien. Alors qu'en réalité, ça sert énormément parce que c'est les mêmes genres de questions qu'on retrouve à 70 ans où en fait, la personne s'introspecte et dit est-ce que j'ai vraiment été heureux dans ma vie? Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été mauvais? Est-ce que j'aurais pu agir de manière différente? Donc en fait c'est comme s'il y avait 2 points culminants et que ce qui se passait au milieu on décidait de l'oublier et de ne pas mettre d'importance là-dedans, alors qu'au final il y a ce fameux adage qui dit que apprendre à vivre c'est aussi apprendre à mourir. Donc c'est savoir qu'un jour ou l'autre ça nous arrivera, savoir qu'on est né et en fait contempler ces moments-là et vivre. Donc je pense qu'on philosophe un peu tout le temps, il faut juste se l'accepter quoi. On va voir dans la deuxième partie de cette émission si on ne démarre pas la philo trop tard finalement aussi à l'école. Mais je voulais d'abord faire quasiment le match à la mi-temps avec vous messieurs sur cette dernière question. Encore une fois, pendant son bac philo, on a le droit de se servir de toutes les références dans la mesure où on les explicite, où on les démontre, où elles viennent finalement compléter cette méthodologie de la réflexion. Effectivement, toutes les références. Alors, souvent les élèves me disent ah oui mais moi j'ai pas de culture, voilà, mais c'est pas vrai en fait. Et on peut citer énormément de choses dans une dissertation de philo. On peut parler d'art, on peut parler de science, on peut parler de politique, d'histoire. Donc les élèves ont du savoir, sauf qu'ils sont parfois un petit peu tétanisés devant le sujet et ils n'arrivent pas bien à exploiter ce savoir. Mais effectivement c'est ça qui est intéressant en philo, c'est que ça touche tous les domaines de l'existence.
Donc, c'est impossible de ne pas avoir des choses à dire, c'est impossible de ne pas avoir des exemples. Si ça touche à l'art, ça peut toucher n'importe quelle pratique artistique. Ça peut être le cinéma, un film qu'on a vu, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un spectacle de danse auquel on a assisté. Et tous ces exemples-là sont bons pour venir nourrir la réflexion. La philosophie, c'est une pédagogie à 360 degrés, si je comprends bien. Oui. Ouais, complètement. Et moi, j'avais une petite question pour Lev, d'ailleurs. Vu que j'ai pas passé mon bac de philo, je me dis que peut-être que ça aurait pu être intéressant. Je sais que les jeunes aujourd'hui sont vachement attirés par tout ce qui est musique et tout ce qui s'ensuit. Donc, est-ce qu'on peut mettre, sachant qu'il y a des rappeurs qui aujourd'hui ont des punchlines, comme tu dis, qui sont incroyablement philosophiques. Je prends l'exemple d'Orelsan, Nekfeu et d'autres. Est-ce qu'on peut utiliser ce genre de sources-là pour pouvoir mettre en avant un concept d'un autre philosophe, par exemple? De mon point de vue, complètement. Parce que voilà, il y a effectivement, comme tu dis, il y a des rappeurs qui ont des textes formidables. Je pense par exemple au rappeur 12 Kawa, ou même chez Booba parfois. Ça m'est arrivé de le citer en cours. Je cite, comme disait le grand poète, et ensuite je leur dis Booba. Alors là, ils sont très étonnés. Mais il y a des choses dans Bitume avec une plume, très bel album. Mais effectivement, on peut citer tout ça. Après, moi, je conseille toujours d'avoir au moins des références pop et des références plus classiques, parce qu'on ne sait pas sur quel correcteur on tombe, et c'est là la part d'aléatoire. C'est-à-dire que moi, en classe, quand j'ai une référence pop, si la référence est intéressante et qu'elle vient nourrir la réflexion, il n'y a aucun souci. Mais il y a certains profs qui sont un peu plus réacs, qui vont décider que c'est pas de la culture, et c'est dommage. Et du coup, il vaut mieux quand même se prémunir contre ce genre de problème, et avoir aussi des références classiques quand même en stock. Donc moi, c'est ce que je fais dans le livre, c'est-à-dire que je donne à la fois des références pop et des références classiques pour vraiment faire l'unanimité parmi les correcteurs. Mais je citais du Jeffrey Dahmer, par exemple, et la série Netflix, justement dans une copie, pour incarner une des problématiques. Alors Jeffrey Dahmer, aucun problème, parce qu'en plus c'est un personnage qui avait vraiment existé, donc on n'est même pas obligé de citer la série, on peut citer si on parle juste du serial killer Jeffrey Dahmer, par exemple pour se poser la question du déterminisme, est-ce qu'il était libre ou déterminé à agir comme il l'a fait, il n'y a aucun problème, c'est un fait historique. Donc même sans citer la série, c'est-à-dire que moi je donne ces références-là pour montrer à l'élève que la philosophie, c'est pas un truc perché qui a rien à voir avec ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent. Surtout, c'est vivant. Et c'est vivant, c'est-à-dire qu'en fait, exactement, du contemporain. Il prend conscience finalement que quand il regardait sa série Netflix, il était déjà en train de philosopher en se demandant, finalement, est-ce qu'il était déterminé ou pas, ce type. Et donc ça, c'est important. Et ensuite, je l'amène vers des exemples un petit peu plus classiques. Par exemple, je vais sur cette question du déterminisme. On pourrait parler des caves du Vatican de Gide avec le personnage de Lafcadio qui du jour au lendemain, il est dans le train et il décide de pousser quelqu'un par la porte pour le tuer, une sorte d'acte gratuit comme ça. Et voilà, donc il a la référence à Dahmer pour essayer de se familiariser avec la problématique, et en même temps il a la référence à Gide pour pouvoir briller dans la copie. Et ils ont les rêves, ça tombe bien parce qu'ils vont continuer à les partager avec nous. Chris Laquiez, Lev Frankel et évidemment Damien Douanier, on continue à se parler de ce bac philo qui arrive dans 2 mois, mais on va voir qu'on va dépasser la date du 14 juin et qu'on va pouvoir philosopher ensemble tout au long de la vie. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très philosophe Édouard Degnaud.
selbst geschaffen hat, die aber mehr kann als ihr Programmierer, weil sie lernfähig ist? Die menschliche Denkfähigkeit, seine Intelligenz, hat ihm in der Evolution den entscheidenden Vorteil verschafft. Jetzt hat sich der Mensch Konkurrenz geschaffen mit der künstlichen Intelligenz. Et voilà pour ce tour des internets au pluriel par Édouard Degnaud. Vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en très bonne compagnie avec Lev Frankel, a.k.a. Serial Thinker. Si vous voulez tout savoir de la philo et de ces 17 notions à pouvoir compiler d'ici le 14 juin, c'est son livre qu'il vous faut lire ou regarder ses vidéos sur TikTok et sur YouTube et Instagram. Bien évidemment, on est toujours en très bonne compagnie aussi de Chris Laquiez, thérapeute spécialisé en analyse comportementale, philosophe du quotidien, co-créateur du podcast En quête de sens, et vous sortez le 11 mai prochain Guérir l'impossible, une philosophie pour transformer nos souffrances en force. On va y revenir. Vous êtes aussi très présent sur les réseaux sociaux. On est en très bonne compagnie, troisième du nom, avec Damien Douany. Ça tombe très bien parce que Damien a une idée derrière la tech. Est-ce que tu aimes que l'on te raconte des histoires? Oui, mais encore plus quand c'est Chris et Lev qui le font. Attends, écoute, je ne veux pas savoir, je te laisse sur le contexte et les circonstances. Dans tous les cas de figure, il y en a deux qui, eux, aiment en raconter des histoires. C'est François Isquin et Emmanuel Duez. Alors, pour les deux du fond qui ne savent toujours pas qui sont ces personnes, je vous les restitue. François, c'est le fondateur d'Octo Technologies, une société très connue qui a été rachetée il y a quelques années par Accenture, et promoteur de la super conférence USI. Oh oui, je ne peux que plus soyer à cette phrase. Unexpected Source of Inspiration. Je laisse le très bon accent anglais à toi. Voilà, exactement. Tu le fais tellement mieux que moi. Et Emmanuel, c'est notamment la créatrice du Boson Project. Et à eux deux, ils ont décidé de révolutionner la manière de dévorer les livres. Alors comment est-ce qu'ils vont s'y prendre exactement? Alors justement, donc après leur premières aventures entrepreneuriales, ils ont décidé en 2019 de se lancer dans une nouvelle aventure qui est de mettre la tech au service du livre et de l'éveil du monde des enfants. Il n'y a pas de philo, de ce que j'ai vu pour l'instant dans les livres, mais ça va peut-être venir. Et pour cela, ils ont décidé de repenser le rapport à la lecture, d'inventer ce qu'ils appellent une technologie invisible. Je mets des guillemets, vous avez vu, avec des guillemets invisibles aussi, complètement mise au service des enfants et de l'objet livre. Et ils ont appelé ça Bugali. Alors attention, parce que technologie invisible, c'est presque un buzzword. Mais Bugali, ça veut dire quoi? Et voilà, je vous l'avais promis en introduction, Bugali, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire quelque chose, ça veut dire Bugal, qui veut dire enfant en breton. Wow. Voilà. Ah oui, alors, ok, il fallait être breton pour le trouver. Il fallait être breton pour le trouver, mais restez là, parce que la chronique n'est pas finie, il y a encore d'autres choses à se raconter. Bugali, on va le voir à l'écran, dans quelques instants, en vidéo, c'est une sorte de console très épurée, qui est vraiment très jolie, et en fait sur laquelle vous allez poser le livre, tout simplement. Il y a juste une rainure au milieu qui permet de positionner le livre très simplement par rapport on va dire, à sa jointure. Vous le posez et l'histoire devient une épopée multisensorielle. Autrement dit, le livre va se mettre bien sûr à lire, on est logique, mais il va se toucher, on va pouvoir les toucher, on va pouvoir l'écouter, on va pouvoir, au rythme de l'enfant va pouvoir vraiment interagir avec l'objet livre, et on va dire que d'après les deux fondateurs, ils veulent faire jaillir l'histoire du livre et donc générer la découverte, la curiosité et l'imagination. Et donc le papier, qui peut se lire classiquement, devient tactile et sonore, sans écran, sans Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, il est utilisé, mais juste quelques secondes pour télécharger les éléments de l'histoire, et après c'est fini. Alors vous allez y voir mon esprit un peu mesquin, mais c'est quoi la différence avec un vrai livre? Mesquin tout de suite. Oh. Du coup, une question se pose. Alors, par rapport à un vrai livre, d'abord, il faut que quelqu'un le raconte, des fois. Je suis papa d'une petite fille, qui ne va pas dire pourquoi, d'ailleurs, actuellement. Et je sais que je ne suis pas toujours disponible pour lui lire une histoire. Donc, très clairement, oui, le marché est très encombré, déjà, de ce type de liseuse. C'est pas faux, je vous en ai présenté plusieurs, d'ailleurs, ici. Deuxièmement, oui, on peut continuer à avoir envie de raconter des histoires à ses enfants, c'est bien aussi. Mais ce qui est intéressant, dans le cas où l'enfant a envie de s'autonomiser, et c'est là où on peut rentrer en jeu ce type de produit. D'abord, dans le cas particulier de Bugali, d'abord l'objet est beau. C'est bête à dire, mais l'objet est beau. Il est simple, il est épuré, il est robuste. On pose, voilà, il ressemble à ça. On pose le livre, boum, ça fonctionne. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de bouton. Enfin, il y a un bouton, c'est tout, tout simplement. Pour moi, ça fait penser un peu à l'iPod, dans l'aspect on va dire, rapport. L'iPod a révolutionné le rapport à la musique par sa simplicité. Ben, ça me fait penser un peu à ça dans l'esprit. Et puis, il y a des partenariats. Ils ont énormément d'éditeurs de jeunesse. Aujourd'hui, 6, je crois. Ils visent 14. Et puis, il y a aussi l'idée de travailler avec
on va dire, la mise en scène sonore. Puisqu'en fait, ils ont intégré, le fabricant a intégré un studio de création. Et donc, en fait, ils vont travailler avec les éditeurs à la mise en son, à la mise en bruitage de ce livre-là pour créer vraiment une sorte de quasiment de pièce de théâtre. Donc je retire ce que je viens de dire, c'est un écosystème en soi de lecture, de spectacle et sensoriel aussi finalement. C'est la volonté. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se sont entourés d'un conseil scientifique dans lequel ils ont des neuroscientifiques, des psychologues, des médecins, des designers, des gens qui s'occupent de l'éducation, de la tech, etc. Donc c'est intéressant parce qu'ils essayent vraiment d'avoir une approche 360 du sujet. Je leur souhaite de réussir puisque ce n'est pas encore sorti. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir trouver Bugali et où ? Mais fin à ce suspense. Alors justement, donc ce sera en septembre 2023. C'est annoncé, septembre 2023. Ils annoncent, ou ils sont dans une prévision de 50 000 consoles dans un premier temps, une dizaine d'éditeurs qui seraient en contrat avec eux, et ils veulent viser 400 000 livres produits. Je répète, peut-être pas de philosophie, mais ça peut être une très très bonne idée à leur proposer dans tous les cas de figure. Bref, le projet est intéressant, avec 2 entrepreneurs, on va dire, qui sont rodés à l'exercice, donc je pense que ça peut être à suivre. Bon, je te laisse les mettre en contact avec Lev et Chris directement. Voilà, exactement. Adapter justement en quête de sens et puis Serial Thinker au quotidien des enfants et à cette vision là aussi de la lecture et de la philosophie. Il y a quasiment 2 questions que j'ai envie de vous poser pour réagir, messieurs. D'abord, la première, c'est que cette idée de technologie invisible, ça nous renvoie à une question fondamentale en matière de philosophie, celle de la technologie et de la science par rapport à la nature. Comment est-ce que la technologie aujourd'hui est devenue finalement une philosophie du quotidien ? Tu veux C'est joli, vous. Non, mais c'est vraiment. Depuis l'origine de la philosophie, il y a une problématique avec l'image. La caverne de Platon, dans cette caverne où sont projetées des images finalement qui déforment la réalité. Et pour Platon, l'image est en deçà de l'idée, c'est-à-dire qu'il faut aller vers l'idée et non pas vers l'image, puisque l'image est un fake, est toujours une sorte de fake. Après, je pense qu'on peut dépasser cette opposition un peu simpliste, et je pense qu'il y a des images qui nous amènent vers des idées aussi. Et d'ailleurs, même Platon en avait conscience de ça. C'est certaines images qu'il critiquait. Mais il y a des images qui nous amènent vers des idées, et ça c'est incroyable, c'est génial. C'est en ça que l'art peut nous aider effectivement à incarner certaines de manière sensible. C'est ça l'art, hein, c'est incarner de manière sensible par des émotions, en faisant appel à nos 5 sens, à incarner des idées. Voilà, donc moi, je suis vraiment 100% d'accord pour le coup. Évidemment, j'allais pas être contre. Ils se connaissent bien, ça fait plaisir. Mais par contre, le truc qui peut être problématique, et moi je le vois de 2 manières différentes, c'est que, je vais faire un peu l'avocat du diable pour le coup, c'est que l'enfant peut devenir dépendant à ça. C'est-à-dire que le lendemain où il y aura plus d'images dans ses livres, eh ben, il va avoir besoin de cette machine pour pouvoir lire un bouquin qui n'a pas d'image. Et donc ça risque d'être le premier problème, parce que vu qu'il n'y a pas d'interaction technologique avec un livre, ben, si je prends, je sais pas, Molière ou autre, et ben l'enfant il va dire moi j'ai pas envie j'ai pas envie de lire parce que j'ai pas d'image. Donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que encore une fois on se coupe du réel. C'est-à-dire que on crée de l'imagination là où l'enfant pourrait en créer lui-même. Et je pense que à cette période-là de la vie, c'est là où l'enfant a le plus besoin de se créer de l'imagination, de pouvoir lui aussi se créer un monde de ce qu'il a envie de se raconter, de ce qu'il a envie de raconter aux gens. Et peut-être que ça peut lui couper de ça, parce que si on lui suggère déjà quelque chose, et ben lui ne pourra plus le suggérer, parce qu'en fait il s'adaptera à ce qu'il verra. Donc ça peut être super bien dans le sens où effectivement pour pouvoir faire apprendre à nos enfants de manière ludique et autonome, je trouve que c'est très bien. Mais est-ce que par la suite ça peut pas créer une dépendance? Ça peut-être. Est-ce la suggestion de l'inspiration? Oui, alors oui, bien sûr, il va y avoir de l'inspiration et de l'aspiration comme tu dis, mais le problème en fait c'est que à partir du moment où je suggère quelque chose à quelqu'un, c'est pas quelque chose qui lui appartient. Si moi je vous suggère aujourd'hui une image et que le lendemain je vous dis de penser à quelque chose qui y ressemble, vous allez forcément penser à l'image. Et donc vous allez adapter une nouvelle image de par ce que vous venez de voir. C'est ce que Clément Rosset aimait aussi appeler le dédoublement du réel. On aime bien dédoubler quelque chose qu'on a vu et s'en créer une propre interprétation. Et ben là c'est un petit peu la même chose. J'ai peur que l'enfant, si on lui propose un crocodile de telle manière, à chaque fois qu'il va penser à un crocodile, il va voir cette image-là sans jamais pouvoir se dire que le crocodile aussi il nage, il fait d'autres choses et que c'est pas forcément un méchant animal, quoi. De la création, des imaginaires et de la philo, on continue à en parler avec Lev, avec Chris et avec Damien. C'est la deuxième partie du talk.
Et vous le savez, aujourd'hui, on philosophe. Non seulement parce que dans 2 mois, jour pour jour, c'est le bac philo pour les lycéens et les lycéennes, mais aussi parce qu'on a envie de philosopher tout au long de la vie. Je rappelle ce livre, justement, qui est sorti chez Hachette, évidemment, au moment où il le fallait, Lève la philo en mode serial thinker. D'abord, c'est un livre qui est beau, ça change tout, le fait qu'on ait envie de se plonger dedans pour revoir ces 17 notions de philo fondamentales. Alors c'est vrai qu'il faut remercier la maquettiste qui a fait un travail incroyable. Oui, je crois que effectivement c'est comme la rhétorique, hein, c'est-à-dire le fait de savoir bien parler, ça ne doit pas être l'essentiel, mais ça peut parfois permettre de donner envie d'aller voir le fond finalement. Et voilà, je crois que j'espère qu'il y a la forme et le fond dans le livre, et que c'est voilà. Donc mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait une certaine de donner envie d'ouvrir un livre. Hein. D'ailleurs, en cours, on utilise toujours un petit peu finalement certaines techniques pour donner envie aux élèves d'aller voir plus loin, d'aller lire un livre qu'ils ne seraient pas allés voir. Et c'est là où la rhétorique a son importance et où effectivement la forme a son importance. La forme, elle a son importance et vous la maîtrisez très bien tous les deux sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube pour ne pas les nommer. On forme un podcast aussi, notamment avec vous, Chris, avec Enquête de sens que vous avez co-créé. C'est important là aussi de savoir maîtriser la forme pour pouvoir aborder ces questions de philo, mais pas que, sur les réseaux sociaux, parce que votre public, votre audience, ce sont avant tout qui? Ces fameux lycéens, lycéennes, ces étudiants et ces étudiantes, ou un public qui a envie à un moment donné de se confronter à des questions philo tout court? Pour moi, c'est essentiellement des lycéens. Je pense, alors j'ai pas exactement les données exactes, mais on peut voir à peu près selon l'âge. Donc j'ai un public très jeune sur TikTok, ce qui n'est pas forcément le cas sur YouTube où j'ai un public aussi plus âgé. Après c'est pas voilà, c'est un pourcentage, mais effectivement il y a toutes sortes de personnes qui peuvent être intéressées par ces TikTok. Oui, c'est. Mais je crois que chez Chris, c'est un peu différent. Ouais, alors moi, pour le coup, j'ai beaucoup plus âgé, très paradoxalement. Voilà. Ouais. J'ai beaucoup plus âgé parce que ce sont plus des gens qui sont en quête de sens, pour le coup. Ce sont plus des gens qui sont en quête de réflexion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le monde de la spiritualité qu'on entend de partout, le monde du développement personnel qui, pareil, prend une place qui est énorme. Et quand on arrive aujourd'hui, qu'on dit, bah, écoutez, entre les deux, il y a aussi la philo. Ce sont des gens qui ont abordé le sujet, qui ont dédié leur vie à ça et qui ont aussi créé par la suite plein de mouvements. Carl Gustav Jung, qui était notamment un des grands créateurs, on va dire, du pseudo-développement personnel, parce que beaucoup de personnes se sont inspirées de lui, de son processus d'individuation. Et ben, avant Jung, il y avait aussi d'autres personnes, d'autres philosophes qui ont abordé des sujets comme la liberté qu'on peut se poser aujourd'hui la question avec la réforme des retraites ou encore le bonheur avec le Covid. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui peuvent revenir et c'est vrai que l'amener au goût du jour plus comme un outil plutôt comme quelque chose de rébarbatif et il va falloir que je fasse ma dissertation et que je me creuse la tête pour savoir si je suis libre ou pas. Ben, se creuser la tête, c'est aussi savoir trouver des outils pour les utiliser de manière quotidienne. Ce qui est passionnant aussi avec vos vidéos, avec vos podcasts, Chris, c'est que vous êtes formé à la philo en totale autodidaxie. Je le rappelle tout à l'heure parce que c'est plus qu'une boutade. Hein. En effet, vous n'avez pas votre bac philo parce que vous avez choisi de ne pas passer le bac, justement pour pouvoir aller chercher de l'interdisciplinarité pour explorer à la fois ces pistes philo, de sciences humaines, d'analyse comportementale. C'est ce qui fait aujourd'hui la richesse finalement de votre réflexion. Totalement. Moi, j'ai toujours été dans cette optique-là, sachant que de base, je suis danseur professionnel. C'est pour ça que j'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans. Et pour moi, j'étais un échec scolaire complet parce que je n'arrivais pas à me concentrer. C'était pas logique, en fait, qu'un professeur d'histoire me raconte une histoire qu'il n'avait pas vécue. Pour moi, ce n'était pas logique. J'étais dans ce raisonnement-là. Et donc, du coup, j'ai vite quitté l'école parce que ça me convenait pas du tout. Et puis, malheureusement, j'ai pas été assez bien entouré à ce moment-là. Dans mon parcours de vie, j'ai vécu tout type d'expériences en passant par la maladie et la rue et plein d'autres milieux qui font qu'effectivement j'en suis arrivé à un stade de ma vie où il a fallu que je me pose des réflexions sur moi, sur la vie, et la philosophie m'a permis de pouvoir trouver un semblant de réponse qui m'a amené vers d'autres questionnements mais beaucoup plus sains et beaucoup moins destructeurs. Donc je pense que la philosophie, il ne faut pas se limiter à la philosophie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire de la danse, s'il veut être bon en danse, il va falloir qu'il essaye tous les autres styles de danse pour créer sa propre recette. C'est un peu comme une recette de crêpes en fait. Chacun a sa propre recette et pas forcément moins bonne qu'une autre, mais c'est parce qu'ils ont essayé plein de trucs. Et ben c'est un peu la même chose. La philo, si tu sais faire un peu de psycho, que tu connais la psychanalyse, que tu connais l'épigénétique, que tu te renseignes un petit peu sur les neurosciences, on va chercher tout ça. C'est ce que faisait d'ailleurs très très bien Jung. Il était passionné de l'être humain. Il allait dans les tribus, allait
se confronter aux cultures, tout ça pour en découvrir plus. Et finalement, il arrive à avoir une connaissance psychanalytique profonde. Et aujourd'hui, on peut avoir la même chose avec la philo, en mettant la philo au centre dans son épicentre, et qu'en fait, le tsunami qui s'éparpille, on va dire que c'est toutes les autres connaissances que vous pouvez avoir et connaître, quoi. La philo, c'est l'art du tâtonnement. Oui, aussi, et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Chris. La philosophie, plus que d'ailleurs, je pense que plus qu'une autre matière, se nourrit de son autre. Parce que la philosophie, en fait, elle n'a pas vraiment d'objet. Contrairement aux autres sciences, la biologie, son objet, c'est le vivant. La physique, son objet, c'est la matière et le mouvement. La philosophie, elle n'a pas vraiment d'objet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire tous les objets peuvent devenir philosophiques. On peut faire de la philosophie sur le sport, sur les séries, sur la danse. Et donc, il est impératif pour le philosophe de se renseigner de manière très pointue sur ce qu'il va analyser. Sinon, c'est pas intéressant. Quand Bergson veut parler de la théorie de l'évolution, il est obligé de savoir de quoi il parle. Et c'est ça qui fait que sa philosophie est intéressante. Donc voilà, le philosophe, plus que n'importe qui, est obligé d'aller se nourrir d'un objet, de se passionner pour des sujets qui va ensuite analyser et leur donner une vision philosophique. Et cette passion et cette philosophie de vie, Chris, vous la mettez justement en mots. Ce sera le 11 mai prochain dans une des maisons d'édition de Trait Daniel, avec Guérir l'impossible, une philosophie pour transformer nos souffrances en force. C'est un livre qui est étrangement pragmatique quand on le démarre et qui nous emmène dans un voyage entre guérison, réparation du moi et le fait justement de pouvoir transfigurer ses souffrances, d'en faire des opportunités. C'est ça. Pour moi, le concept de résilience, c'est un concept qui a un petit peu guidé ma vie parce que j'ai perdu la vue de mon œil gauche à l'âge de 13 ans, que j'ai retrouvé miraculeusement un an après, là où tout le monde me disait que c'était impossible. D'où pour moi cette notion de guérir l'impossible. Alors bien loin cet ego de me dire que je vais guérir quelque chose qui est impossible, mais plutôt guérir la notion de l'impossibilité. Plutôt se dire que ce qui est impossible, c'est uniquement chez celui qui décide de cette impossibilité-là. Maintenant, ce qui est intéressant avec la résilience, c'est qu'il y a une notion très stoïcienne à l'intérieur. D'ailleurs, Albert Ellis, qui a créé la thérapie cognito-comportementale, s'est inspiré d'Épictète, de Marc Aurèle, pour pouvoir créer cette thérapie-là. Donc, il y a ce côté stoïcien à l'intérieur. Maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est que la résilience, c'est un petit peu savoir naviguer dans les torrents de la vie, avec notre propre bateau, et savoir qu'à certains moments, il va y avoir des tempêtes, mais qu'on tient toujours le mât et qu'on peut toujours avancer. Et c'est un petit peu ça, en réalité. Et la philosophie nous apporte, d'ailleurs j'apporte à l'intérieur 21 fondements philosophiques pour essayer de mieux se comprendre et atteindre une forme de guérison émotionnelle. J'aime honnêtement pas trop le mot guérison parce qu'il est déterminé à quelque chose, on va guérir. C'est un apaisement plutôt. Plutôt un apaisement, honnêtement un apaisement. Une compréhension de soi, sachant que... Très paradoxalement, on ne pourra jamais savoir réellement qui est-ce qu'on est, mais on peut réussir à avoir le courage de se découvrir. Et ces 21 fondements, à travers des principes stoïciens, à travers des principes kantiens, à travers d'autres styles de principes différents, je vous passe les détails, permettent justement de lire surtout à partir de 11 mai. Permettent vraiment de pouvoir se comprendre intérieurement et d'avoir une vision totalement différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui dans le développement personnel ou dans la spiritualité, et de se dire qu'en fait, j'avais jamais vu les choses comme ça, et ça m'apporte de réelles réponses à mes questions. Est-ce que c'est aussi une façon, et on conclura là-dessus, aujourd'hui d'apporter là aussi guérir, un remède, en tout cas un remède pragmatique pour pouvoir lutter contre ce sentiment d'éco-anxiété qui ne cesse de monter chez les ados, mais pas que chez les enfants, aussi chez les adultes également. Le fait de se dire que cette résilience, elle va nous permettre de transfigurer, de négocier les virages dans sa vie. Totalement, parce qu'il y a un moment donné où on ne peut pas résoudre un problème avec la pensée qui le crée, comme disait Einstein. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand je suis enfermé dans une spirale, j'ai mes croyances, mes perceptions, mes pensées, et j'ai l'impression de... Plus je vais essayer de m'en sortir, plus je m'enfonce dedans. Et plus c'est répétitif. Et moins on arrive à s'en sortir. Et on rentre dans cette espèce de cercle vicieux. Alors qu'au final, réussir à déclencher une nouvelle pensée et en fait apprendre à penser par soi-même, comme disait Kant, c'est ça en fait. C'est cette capacité de pouvoir oser se dire, je décide de penser par moi-même de manière différente, de ne pas être conforme à quelque chose, de sortir un petit peu de toutes ces règles, non pas des lois, bien loin de là, mais plutôt des règles psychologiques qu'on a tendance à se mettre dans des règles psychologiques, à vraiment s'en sortir.
sortir pour justement trouver une sorte de liberté personnelle, quand même elle peut être illusoire pour certains ou autres, mais de pouvoir avoir un semblant de réponse qui nous permet juste d'ouvrir une brèche et de se dire que c'est pas terminé. Ce n'est jamais terminé. Encore une fois, c'est presque une leçon de résilience après le bac philo. Ça ne s'arrête pas. Le 14 juin à 13h, on vous le disait tout à l'heure, on peut continuer à philosopher tout au long de sa vie. Pour avoir tous les conseils pour bien réussir son épreuve de philo, c'est 4 heures à venir. Évidemment, ça se passe avec Serial Thinker, Lev Frankel, dans ce livre, La philo en mode Serial Thinker chez Hachette. Évidemment, sur vos chaînes YouTube, TikTok et Instagram conjointes, Lev et Chris. Votre podcast aussi, Chris, en quête de sens. Et puis à partir du 11 mai, ce très beau Guérir l'impossible, une philosophie pour transformer nos souffrances en force. Merci infiniment. Merci. On fera un tour, on fait un plateau de l'école du futur. J'espère que vous reviendrez continuer à commenter cette philo avec nous. Merci comme toujours à Damien Douany. Nous, on se retrouve dès lundi pour d'autres aventures dans l'école du futur.